Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, le podcast qui vous aide à développer votre acquisition de clients en ligne. Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de mon épisode de podcast avec Anthony Bourbon, le fondateur de la marque Feed. Si vous avez écouté attentivement la première partie de cet épisode, vous vous rappelez qu'on a parlé de la création de la marque Feed, mais ce qui était vraiment utile pour vous, c'était le moment où Anthony nous a expliqué comment construire une marque forte, comment identifier son why, sa mission, ses valeurs de marque et comment y faire adhérer toute son équipe. Dans la suite de cette conversation avec Anthony, j'ai voulu en savoir un peu plus sur sa stratégie de personal branding. Déjà, Anthony est très actif sur les médias sociaux comme LinkedIn et Instagram et il fait régulièrement des interviews comme celle-ci. Il passe aussi à la TV et actuellement, il fait partie des membres du jury de l'émission Qui veut être mon associé, diffusée sur M6. Donc c'est une belle visibilité et du coup ça m'inspire beaucoup en sachant qu'Anthony est un personnage assez clivant. Je vais donc poser une série de questions sur sa stratégie de personal branding. Première question, quelles ont été pour lui les retombées de sa stratégie d'omniprésence sur Clubhouse au début de l'année 2021 parce que justement Anthony et toute l'équipe de Feed ont été très présents sur Clubhouse quand l'application a explosé en 2021. Deuxième question, comment incarner sa marque en tant que CEO et fondateur. Troisième question, comment faire le même travail de création de marque, donc celui de la brand plateforme comme celui qu'on a vu dans le premier épisode, mais cette fois-ci appliqué à une marque personnelle. Quatrième question, comment identifier ses valeurs et les incarner dans sa communication. Cinquième question, quels sont ses meilleurs conseils pour parler de soi et créer une connexion émotionnelle avec son audience. Sixième question, c'est l'art d'être clivant et j'ai demandé à Anthony comment est-ce qu'il fait être clivant et quels sont les avantages pour lui d'être clivant et à l'inverse, quels sont les désavantages pour un entrepreneur. Et la dernière question, j'ai simplement demandé à Anthony comment est-ce qu'il crée son contenu sur LinkedIn et sur Instagram et comment est-ce qu'il identifie les bons sujets qui sont susceptibles de développer sa marque personnelle. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter la suite de ma conversation avec Anthony. Écoute, moi, ce que je voulais faire, c'est parler un peu plus de toi. Donc, on a parlé de feed, on a parlé du parcours, mais peut-être parler un peu de personal branding. Justement, tu as parlé du fait que tu recrutais une personne là-dessus. Donc, à mon avis, pour accélérer vos efforts là-dessus. Moi, comme je te disais en off, c'est que avant 2021, oui, je connaissais peut-être ton nom de loin comme ça, par réputation, mais on ne te voyait pas forcément beaucoup sur les réseaux. Les médias, ça, je ne sais pas. Encore une fois, je ne consomme pas trop les médias. Et il y a eu, en 2021, comme tu le sais, l'arrivée de Clubhouse. Il y a eu, je dirais, janvier, début février, un grand engouement à propos de Clubhouse. Et je pense que tu fais partie des personnalités, pardon, et aussi avec ton équipe, de ceux qui ont vraiment pris le train en marche, qui ont été sur Clubhouse, qui ont créé beaucoup de contenu. Là, comme ça, 6 mois, 9 mois plus tard, est-ce que tu vois finalement que vous avez des retombées positives de cette présence accrue sur Clubhouse? Yes, intéressant. Clubhouse, c'est un réseau social de l'audio, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, où tu te Mmh. branches, tu as des rooms, donc c'est des pièces, des conférences, où tu peux avoir des speakers qui vont parler d'un sujet, faire intervenir des gens de l'audience qui écoutent, etc. Et c'est un réseau qui est cartonné aux États-Unis fin 2020. Et du coup, quand on l'a vu arriver en France, de suite, on a essayé de préempter le réseau, d'être très présent. On avait même recruté 2 journalistes à temps plein qui faisaient du contenu et c'était super intéressant. Ça nous a apporté beaucoup sur le moment Ouais, puisque le job, à mon sens, d'un CEO, surtout dans une marque, ouais, c'est de faire de l'awareness, donc de OK. la notoriété. Et plus elle est gratuite, plus tu es stylé, plus tu es fort. Parce qu'en fait, faire de l'acquisition, tout le monde peut faire. Tu vois, tu mets, 1 La pub, 000 000 sur Facebook, on va parler de toi, hein, c'est sûr. ouais. Mais c'est de la pub mercantile, par définition, hem, qui va saouler les gens et nous, on le sait parce que c'est ce qu'on a fait au début, tu vois? Et donc je réponds un peu à ta question, de pourquoi ça fait que depuis 2021 qu'on te voit. Parce qu'en réalité, on a essayé de pas me mettre en avant au début parce que moi, c'est pas trop dans ma personnalité de parler de moi et tout, c'est un truc qui me saoule un peu. Mais on a compris que c'était indispensable, en fait. Tu pas le choix. Si aujourd'hui tu veux exister, que tu as pas beaucoup de moyens, tu es obligé de prendre la parole, pour exister. Donc, les réseaux sociaux, c'est gratuit, et ça te coûtera toujours moins cher de recruter quelqu'un comme on est en train de le faire et on a déjà plusieurs profils en interne, que ce soit pour Feed, pour moi, pour faire du content, donc du contenu, que de payer sur Facebook. Un humain, une personne, ça va te coûter, 3 000 balles par mois, pour faire du bon contenu et cetera. Facebook, 3 000 €, c'est ce que tu mets par jour si tu commences un peu à dépenser en acquisition. Donc tu vois, c'est beaucoup plus rentable d'avoir du contenu viral qui va toucher énormément de monde sur tous les réseaux. Évidemment, tu trouves le réseau qui te correspond le mieux, même si tu dois tous les faire, il y en a toujours un où tu mets plus d'énergie. Mmh. Tu as quand même TikTok, tu as Instagram, tu as LinkedIn, tu as YouTube, tu as Clubhouse, mais bon, là, c'est un peu terminé, donc c'est pour ça que nous, on n'y est plus depuis plusieurs mois. Tu as plein de possibilités
et à toi de choisir ceux où tu es le plus à l'aise. Tu vois, quelqu'un qui va être très good vibes, extraverti, peut aller sur TikTok et danser, faire des vidéos rigolotes. Celui qui est vraiment dans l'esthétique, il peut aller sur Insta. Celui qui préfère écrire, il va sur LinkedIn. Celui qui est super à l'aise à l'oral, il se fait des YouTube et des podcasts. Bref, tu as plein de possibilités. Donc évidemment que avoir cette notoriété sur Clubhouse et avoir complètement tué le game, hein, franchement, quand Quand on même, y ouais. était, on avait les plus grosses rooms, les plus gros trucs. Bon, bah, ça nous apportait de la visibilité. Et même si c'était court et que ça n'a pas duré plus de 6 mois, bah, c'est pas grave parce que pendant 6 mois, on a eu je ne sais pas combien de millions de points de contact. Et donc, c'est des millions de points de contact qu'on n'a pas eu à payer. Et c'est exactement ce qu'on cherche quand on est une startup. Trop intéressant. Et en fait, quand on voyait les rooms, je me dis, mais pourquoi, enfin, un individu lambda allait dire, mais pourquoi il parle de dev perso? Mais en fait, c'est logique, c'était corrélé avec votre mission, vos valeurs. Et là, comme ça, bon, non, je te parle et je te connais un peu mieux depuis que j'ai écouté tes interviews ces derniers mois. Ben, en fait, ça faisait sens de faire ça. Mais pour les gens, ça faisait pas sens. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'une boîte D2C, pardon, donc direct to consumer, est sur une plateforme où on parle justement de dev perso, de business. Et donc, c'est vrai que c'était hyper pertinent. Donc, Et c'est finalement, là que tu fais un bon branding. ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, Oh, mais t'inquiète, t'inquiète. c'est là que tu fais un vrai bon marketing quand les gens ne comprennent pas pourquoi tu fais quelque chose, mais qu'ils parlent de toi. Là, Mm. tu as tout gagné parce qu'en fait, si tu fais une pub, ils savent que c'est une pub et donc ils parlent de toi en disant ah, ils veulent me vendre leur bar. Alors que si tu leur offres du contenu qui leur apprend quelque chose et qu'ils se disent mais pourquoi ils font ça, ils nous donnent gratuitement quelque chose, là, tu les as ferrés. Parce qu'en fait, quand ils seront chez Franprix ou chez Monoprix, la prochaine fois et qu'ils hésiteront entre un paquet de lus et feed, mais ils diront Ouais, ah feed c'est ceux que j'ai entendu sur Clubhouse, c'était hyper ouais, intéressant leur ouais. truc, je le prends. Tu vois, c'est une sorte Trop de bien. Ouais. c'est Gary Vee qui dit en anglais, tu vois, bon, donne une droite, donne une droite, donne une droite et Ouais, pars. Tu ouais. vois, c'est en fait tu donnes, tu donnes, tu donnes et après tu prends. Tu vois, et c'est-à-dire qu'en fait tu donnes du contenu gratuitement, tu donnes de l'information, tu donnes du content qui est cool. Et à un moment, bah, la personne en face, hop, tu lui envoies un CTA, un call to action, et hop, elle réagit parce qu'elle a presque. Voilà. Si tu fais un bon marketing, il faut presque qu'elle culpabilise de ne pas acheter ton produit. En Ouais. mode, ah ouais, ils m'ont tellement appris. Clubhouse, franchement, il y a des gens qui nous disaient ils achetaient parce qu'on faisait tellement du contenu de ouf. On invitait des coachs de motivation, on invitait des gens qui avaient fait des expéditions, des sportifs, des trucs. On leur faisait vraiment un contenu éducatif, inspirant. Et à un moment, bah, ils disaient: «Vas-y, je vais quand même acheter sur leur site. Ça fait 2 semaines que j'écoute leurs rooms, elles sont trop cool. Vas-y, j'achète, 50 € de barre». Génial. Et bah, voilà, tu vois? C'est comme ça que tu fais du market de ouf. Franchement, génial. C'est trop intéressant par rapport à ça. J'allais dire un truc là qui m'est encore perdu là pendant que tu parlais, par rapport à Clubhouse et par rapport à ce que vous avez fait. Oui, c'était ça, c'est que en fait, si tu m'avais dit: «Danilo, oui, je sais qu'on a généré 1 million grâce à ça», en fait, je t'aurais pas cru. Parce qu'en fait, c'est un truc que tu peux pas mesurer. L'impact réel d'une stratégie de branding, tu mesures pas en fait. Tu le vois dans tes ventes en effet, mais c'est compliqué de vraiment mesurer un incrément qui était lié à ça, quoi. Donc ça, c'est je Ouais, pense un truc, mais tu peux alors après, tu vois, tu as des outils qui sont quand même vachement techniques ouais. aujourd'hui. Nous, on en avait branché un, par exemple, sur Clubhouse. On n'avait pas le lien du site, c'est-à-dire qu'on savait pas qui venait de quoi sur le Ouais. site internet. OK. Mais par contre, sur Clubhouse, on savait combien de personnes étaient passées sur la room, le temps Ah! moyen d'écoute sur la room, combien de nouveaux abonnés cette room nous avait apporté. On avait vraiment, Ouais, c'est évidemment, cool. traqué tout ça en mode gros hacking. OK. Et tu apprends plein de choses. Et tu arrives aujourd'hui de manière assez fine quand même à déceler des pics. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a des algos spéciaux qui nous permettent de, si on sait qu'on a fait une room à 18h et qu'on voit un pic inhabituel, l'algo va détecter qu'à 18h, normalement, j'ai n'importe quoi, on a 5000 personnes sur le site. Bah là, on en a 10 000. Bon, ben, on peut supposer que vu qu'il y a 2 fois plus de monde à ce moment-là et que les 6 derniers mois à 18h, il y avait une moyenne de 5000 visiteurs, ben, il y en a 5000 qui viennent de Clubhouse. Tu vois, et pareil avec les pubs télé, etc. etc. Et ça, c'est quand même cool parce que ça te permet de savoir quel réseau fait le plus de sens. Mais au global, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un réseau qui t'emmène des millions de personnes. C'est plutôt une stratégie à 360 qui fait que à un moment, les gens ils vont voir une pub métro. Du coup, ils vont taper ton nom sur Google. Là, boum, SIA, tu remontes. Donc, ton nom feed. Mmh. Ils ont été une fois sur feed, sur le site, tu leur poses un cookie automatiquement. Ils vont aller sur un réseau social, ils vont avoir une pub. Ah, tiens, feed, t'as déjà regardé ça, oublie pas de finir ta commande. Ils hésitent encore. Ils vont sur YouTube, boum, ils voient une vidéo de moi. Finalement, ils vont sur TikTok 2 heures après. Hop, encore une vidéo motivante. Ben, à un moment, tu vois, c'est encerclé. Et le mec se dit, bon, bah vas-y, ça fait 25 fois qu'on m'en parle, je vais essayer. Et Voilà. c'est cette stratégie globale qui fait que tu as du mal évidemment à attribuer la vente. Parce que là, dans ce cas Voilà. précis, la vente, tu l'attribues
au métro, au SIA, à Facebook, à ma vidéo, à TikTok. Mais globalement, c'est la stratégie qui a payé et c'est le plus important. Ouais, bah, l'enfer des agences marketing et aussi des boîtes qui font du marketing. Donc moi, je fais du marketing digital avec Facebook Ads. En fait, on se questionne de plus en plus sur le fait de faire de l'omnicanal avec la publicité parce que on se rend compte que les entreprises veulent plus que du Facebook Ads, elles veulent tout et elles veulent une boîte qui sait tout faire et qui va mesurer tout pour elles. Donc bref, je sors un peu du sujet. Un autre truc que je voulais dire pendant que tu parlais, c'est tu parlais de Gary Vaynerchuk qui parle beaucoup de tout ce qui est émotion et de l'importance des émotions dans le business en tant que CEO, fondateur. Bah, il a sorti un livre là-dessus. Pour ceux qui s'intéressent, 12 and a Half, ça a l'air pas mal. Donc je suppose que toi, tu le connais et tu dois t'intéresser à ça. Donc Yes. voilà, en tout cas, Clubhouse, je suis trop content qu'on ait pu en parler parce que je pense que pour beaucoup, ça restait une énigme. Pourquoi une boîte D2C va sur Clubhouse? Mais on a compris pourquoi. Parce que voilà, ça permet de développer la marque, ça permet de multiplier les points de contact et de faire de l'acquisition finalement presque gratuite. Voilà. Alors pour la suite, comme je te disais, quand on a parlé au début de l'interview, t'as pas beaucoup de CEO qui se mettent en avant, qui ont peur de le faire. Par contre, oui, dans tout ce qui est DNVB, tu en as qui le font. Tu as cité Justine Hutto, tu as Chanty Barrel que j'ai en tête, tu as Pauline Léniaud, il y a toi aussi et d'autres qui le font. Mais finalement, je pose la question et que j'ai envie de te poser à toi, c'est comment est-ce que, en tant que chef d'entreprise, peu importe qu'on ait une DNVB ou une agence ou qu'on soit même simplement consultant, comment est-ce qu'on se met en avant et comment est-ce qu'on incarne sa marque au travers du contenu, tout ce que tu veux, mais j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut faire ce premier pas vers la mise en avant de soi-même en tant que personne. Yes, super intéressant. Le premier pas, c'est de déjà faire ta brand plateforme. Mm. Donc, savoir qui tu es, ce qui te fait vibrer et sur quel sujet tu te sens légitime pour parler. C'est super important quand tu fais du contenu de ne pas le faire pour toi, mais de le faire pour les autres. C'est-à-dire que c'est une question que je me pose à chaque fois que je mets un post. C'est est-ce que ce post, je le mets parce que je me fais kiffer dessus en mode, je me trouve beau, je trouve que ce que je dis, ça sonne bien ou je sais pas quoi. Ou plutôt, est-ce que j'apporte à mon audience parce que je vais essayer de leur parler d'un sujet que moi j'ai beaucoup creusé et je vais essayer de le simplifier pour que les gens comprennent? Ou, je vais essayer de partager une expérience, qui m'a été bénéfique et je veux en faire profiter les autres. Tu vois, il y a vraiment cette notion de pour les autres plutôt que pour moi. Et une fois que tu as trouvé une verticale qui te plaît, bon, bah, tu rentres dedans et tu la défonces. C'est-à-dire qu'il faut faire un truc où tu es à l'aise. Il y a des gens, moi, tu vois, tu me demandes mon avis sur de la musique, ou de l'art. Bon, bah, je suis pas le mieux placé pour le faire. Je t'enverrai un pote, Alain Kramer, qui a une galerie, et qui s'y connaît vraiment. Tu dois rester sur un sujet qui te passionne et où tu as une légitimité, une authenticité en plus et un ton qui est vraiment à toi. Donc il faut pas que tu essaies d'être normal, il faut que tu sois limite bizarre. C'est-à-dire que tu dois être comme tu es. Et il y a des gens qui me disent: «Ouais, mais moi j'ose pas faire des réseaux parce que je suis bizarre». Je dis: «Mais en fait, si tu es bizarre, c'est cool parce que Ouais. tu vas te démarquer des autres. En fait, si tu es juste un 200e mec qui fait la même chose, ça va être très compliqué d'exister». Et après, c'est le travail, la régularité. C'est-à-dire que une fois que tu as défini ta brand plateforme, tu te lances. C'est-à-dire faut pas réfléchir midi à 14h, hein. C'est quand même pas compliqué aujourd'hui. Tu prends ton iPhone, tu te filmes ou tu écris sur LinkedIn. Je veux dire, C'est ça, oui, c'est ça. c'est l'un ou l'autre, hein. C'est Donc, l'un ou l'autre. c'est vraiment simple. Au début, évidemment que tu vas pas avoir 200 000 personnes qui vont te suivre, hein, mais tu regardes ceux qui cartonnent aujourd'hui, ça fait des années qu'ils postent et qui s'y tiennent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de poster une fois tous les 3 mois, quoi. Il faut poster régulièrement, le plus souvent possible. Avoir du contenu intelligent qui apporte quelque chose. Donc il faut définir la borne plateforme, se lancer et après être patient, résilient. Ouais. Prends Justine Hutto, ses premières vidéos, c'était des simples selfies vidéo où elle montrait un peu l'envers du décor. Toi, je trouve que tu es plus présent dans les médias de base, que je dis quand je t'ai connu, je dis ouais, lui, il est beaucoup dans les interviews, il fait des vidéos YouTube, il fait pas tant de contenu que ça sur LinkedIn, j'ai pas l'impression. Là, Ouais, aujourd'hui, on va en parler après, Instagram, ça commence à être plus poussé. Je suppose que tu as une équipe derrière toi, mais je suis en phase avec toi. C'est vrai que tu connais pas déjà ta brand plateforme, c'est un peu compliqué de créer du contenu parce que tu sauras pas quel sujet aborder. Ça fait aussi partie de mes questions pour après, c'est quel sujet tu abordes, comment tu trouves les bons sujets. Mais voilà, ça fait partie du cheminement quand tu commences à créer du contenu. Mais voilà, je pense que le résumé de ce que tu dis, c'est qu'il faut créer du contenu. Tu n'as pas le choix, tu dois en créer sur une plateforme, tu dois tester les plateformes, soit en mode vidéo sur Instagram, TikTok, peut-être un peu Facebook, je suis pas trop sûr que ça vaut encore la peine. Et bien sûr LinkedIn, je pense que LinkedIn, peu importe que tu sois un CEO d'une marque D2C ou un CEO d'une marque B2B, d'une agence, que tu sois consultant, LinkedIn, tu as quelque chose à faire. Tu as vraiment quelque chose à faire là-dessus. Ouais. c'est clair. Ouais. Et il y a un autre truc où je voulais te challenger un peu. Ça va être, bon, je pense pas que challenger vraiment, mais allez, on va dire sur un de tes croyances, c'est les gens achètent une marque et pas un produit.
et en B2B, est-ce que vraiment on peut avoir le même avis? Parce que le B2B, tu le sais, c'est des décisions rationnelles. Moi, mes clients, je ne peux pas leur dire DHS, on est génial, on va tout casser, on va faire de la croissance. Ils ont besoin de chiffres, ils ont besoin de concret, ils ont besoin d'un audit, de recommandations. Comment tu fais quand tu es dans d'autres secteurs ou dans le B2B? Comment tu arrives à vendre la marque et pas seulement ton produit ou ton service? Est-ce que tu as un truc à dire là-dessus? Ouais, et je pense que ça a une importance capitale aussi, et je pense à Grégoire Gambato, je Ah, pense à des agences comme ça, tu vois, qui ont, cette capacité de générer plus qu'une simple agence, même Buzzman, quoi, tu vois? Buzzman, c'est du B2B, mais tout le monde a envie de bosser avec Buzzman parce que ils ont créé une image de modernité, de sexiness, même Gary Vee, hein, Gary Vee, VaynerMedia, aux US, qui fait 100 millions ou 200 millions de CA. Il bosse avec toutes les grosses marques, ouais, mais il crée une marque qui est puissante parce qu'en fait, si la marque est belle et que les consommateurs la connaissent, ou que le boss de la boîte ou de l'agence, ou en tout cas du partenaire qui va payer le service connaît, il va se dire: ah ben lui je le connais, j'en ai entendu parler, ou je l'ai entendu à la télé, j'ai entendu à la radio. Ça rassure les gens de connaître. oui, Donc le B2B, pour moi, ça fait du sens pour les ventes, mais aussi pour ton équipe, parce qu'au final, ça te permet quand même d'avoir quelqu'un qui va comprendre ta mission de marque et qui va te rejoindre pour les bonnes raisons. Et il y a tellement d'agences, c'est limite pire que pour une startup, tu as c'est horrible, ouais, tellement c'est d'agences horrible. Ouais. différentes Mm. que c'est un vrai plus quand tu fais l'entretien de dire: nous voilà, nos valeurs c'est ça, 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 et notre mission c'est ça. Et ça va plus loin que juste faire des Facebook ads, ou ça va plus loin que simplement faire un podcast. On a une vision qui est globale. Et dans X années, quand on sera beaucoup plus gros, voilà ce qu'on envisage de faire. Et tu vois, tu donnes une vision. Donc vraiment, pour moi, le personal branding s'applique à tout. Et tous ceux qui ont essayé, qui ont tenté, bah, ça leur fait du bien, hein, et ça leur regarde même Lemlist, hein, que je connais pas, hein, donc Ah c'est ouais, vraiment pas Guillaume de la Moubèche, pub, c'est mais une machine, le ouais. Guillaume Moubèche, tu vois, Moubèche, je sais même pas comment tu prononces, mais en tout cas, le mec On voit, hein. a fait son personal branding avec des méthodes, tu vois, borderline, machin, peu importe, il a réussi à buzzer. Bon, bah, c'est un truc B2B son truc, hein, Je suis mais d'accord au avec toi. final, il a une audience qui monte, des gens parlent de lui. Bon, bah, regarde, tu vois, c'est pas un B2C, il vend pas des bars, hein, et pourtant ça marche. Donc vraiment, vous pouvez tous le faire. Pas de choix, il faut incarner sa marque. Ça faisait partie un peu ce qui était sous-jacent dans ma question, c'est qu'il faut incarner sa marque, il faut être là, il faut parler de la mission. Bah, pour Lemlist, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? C'est que ouais, tu as plein d'outils comme Lemlist en réalité, mais c'est que tu les connais pas parce que ben, Ouais. ouais, voilà, on n'entend pas parler des fondateurs, donc c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir le faire. Tout ce qui est storytelling, c'est pas mal non plus, donc je pense que toi, de ton côté, ben, pour ceux qui nous écoutent, on voit que tu as un storytelling qui est fort, qui est vibrant, et on sait que c'est pas facile, encore une fois, de parler de soi. Et là, j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu fais à comment dire, parler de ton histoire personnelle, mais en même temps, pas rendre ça ennuyant, mais créer la connexion émotionnelle avec les gens quand tu parles de toi. Il faut être capable de s'ouvrir. Moi, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait au début, hein, pendant 2 ans quasiment, je parlais jamais, ou en tout cas, je parlais sur BFM et tout. D'ailleurs, c'est rigolo de revoir les anciennes interviews Je l'ai vu où je celle-là. parle vraiment que de produits, tu Mm. vois? Je parle vraiment que de produits, et cetera. Jusqu'au jour où je suis avec Stéphane Soumier, où j'ai un hoodie rouge Oui, à capuche, et là, je bombarde pète un parce câble, que ouais. je sors de levée de fonds et je pète un câble sur le plateau, c'est drôle. Et c'est là que les gens me disent: «Mais vas-y, c'est ça qu'on veut voir, c'était trop cool». Et en fait, je me dis: «Mais pourquoi j'ai pas été plus moi-même?» Fallait pas que je me travestisse, à parler de marque, de ci, de là, qui était pas mon truc. Là, je bombarde, et ça marche. Et après, il faut être capable de, parler de ce qui vous gêne. Et c'est un peu bizarre, hein, mais ce qui va plaire aux gens, c'est quand vous allez parler avec de l'émotion et de la transparence. Et si tu leur dis, tu vois, moi, si je racontais, que, ouais, j'ai de l'argent, que, j'adore aller dans tel resto, et que je voudrais acheter, je sais pas, j'ai n'importe quoi, une belle voiture. Bon, tu vois, les gens, ça les saoule, ça les intéresse pas parce qu'ils sont pas connectés à moi. Par contre, si je leur raconte des moments de faiblesse, des moments difficiles, ben là, ça crée de l'empathie, et ils se disent: «Ah, lui aussi, il a connu des galères», tu vois? Il est pas juste successful sur un truc. Et c'est l'erreur de Bernard Tapie, tu vois, pour moi, qui était un mec, très fort, attention, dans les affaires, hein. Mais il a voulu trop montrer, et du coup, il s'est détaché du peuple, alors qu'il venait du peuple, en montrant les hélicoptères, les maisons à Saint-Tropez, l'hôtel particulier rue des Saints-Pères. Et en fait, tu déconnectes des gens, et tu vois, les gens se sentent plus connectés. Alors que si tu restes simple, et que tu te rappelles d'où tu viens, les gens se disent: «Putain, ça, c'est un mec qui est comme nous, il vient du même milieu, et regarde, il s'est pas inventé une vie à faire des interviews, heu
en cravate ou je sais pas quoi, tu vois? Il est resté simple et efficace. Donc, parlez de vos moments de faiblesse, parlez de ce qui vous touche et c'est comme ça que les gens se reconnaîtront en vous et même si on n'a pas les mêmes parcours de vie, on a tous eu des moments compliqués. C'est-à-dire que bon, moi, c'était avec mes parents quand j'étais jeune, à la rue, machin truc, mais il y en a qui ont vécu des moments difficiles à l'école, d'autres avec un conjoint, d'autres, dans un milieu professionnel. Bref, il y a 50 000 histoires possibles et on a tous une sorte de revanche ou de vengeance quasiment à saisir et si tu as pas de vengeance ou de revanche, ça t'empêche pas d'avoir un why qui est puissant, tu vois? Tu peux très bien avoir un why, c'est, La je sais pas, puissance. ouais, sauver la planète, quoi, tu vois? Mmh. Enfin, nettoyer le plastique des océans, sauver des espèces animales en voie de disparition, j'en sais rien, envoyer des hommes sur la lune, enfin, tu vois? Des rêves, quoi et il faut surtout pas rêver petit, faut rêver très grand parce que le plus important, c'est pas la réussite de ton why, mais c'est le process. C'est-à-dire, est-ce que tu te donnes à 200 pour atteindre ton objectif? Donc si tu te dis, moi mon objectif, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, c'est de nettoyer la plage de Biarritz. Bon, c'est déjà mieux que si tu, jettes des bouteilles dans l'océan, hein. Mais bon, c'est pas très excitant parce que tu vas y arriver à nettoyer la plage, tu vois? Ça va peut-être te prendre 5 ans ou j'en sais rien, mais tu vas la nettoyer la plage. Par contre, si tu te dis: «Je veux nettoyer toutes les plages du monde» et tu crées une association où des gens vont pouvoir rejoindre ton mouvement parce que les réseaux sociaux sont forts et que tu as des volontaires, des bénévoles qui vont nettoyer toutes les plages, qui vont envoyer des photos, bah, là, tu vois, tu as créé un mouvement, ça n'a plus rien à voir. Donc c'est pas une question de vouloir faire trop grand, tout. J'ai des gens qui me disent: «Oui, mais toi, tu vas être malheureux parce que tu veux toujours plus». Mais en fait, je suis pas malheureux, je suis très content, tu vois? Je suis très content, tout va bien, j'ai juste pas les mêmes besoins que les que des gens classiques qui vont, vouloir avoir une vie bien rangée, métro, boulot, dodo, qui vont, vouloir faire, tu vois? Quand tu demandes, c'est marrant, hein, pose la question, tu dis à des gens, d'ailleurs, vous pouvez tous vous la poser là: quel est ton rêve, tu vois? C'est quoi ton why? Quel est ton rêve? Tu verras qu'il y a très peu de gens qui l'ont C'est dur, réfléchi cette question. c'est dur d'y penser. C'est super dur parce qu'en fait, on est et la société nous met volontairement dans un rush perpétuel. Tu vois, tu travailles, tu te lèves tôt, tu vas bosser, tu reviens, il faut s'occuper des enfants, après il faut aller au sport, le week-end, il faut voir la belle famille et puis la tante et puis je sais pas quoi et il faut s'occuper du jardin, changer les tuiles, machin, le truc. Enfin, non mais c'est un enfer, tu vois? La vie Et est donc dure. du coup, De tu te quand tu la demandes regardes comme pas ça, ouais. non, Vas-y. mais c'est vrai, la vie, elle est hardcore Mmh. et tu te demandes pas ce qui te fait kiffer. Tu es déjà content quand tu peux regarder un Netflix, quoi. Tu vois? Ça veut dire que tu es devant Netflix à regarder une série pourrie là, qui n'a aucun sens, heu, bon, ben les gens sont contents. Mais parce qu'en fait, ils oublient de se demander: «Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi?» Et en fait, personne ne peut répondre: «Je veux regarder Squid Game ou Casa de Papel», quoi. Enfin, tu vois? J'en ai C'est rien à foutre moi, par impossible. exemple. Moi, j'en ai rien à foutre de Squid Rien à Game. branler de ce truc pourri là. Moi, j'ai regardé, Squid Game en accéléré parce que je regarde toutes les séries en Accéléré. accéléré parce que je vois Ouais, pas moi j'aime l'intérêt, bien quoi. aussi regarder accéléré, je fais x2 surtout. Ouais, je Sauf les séries quand même, multiplie ouais. tout Ouais. et comme ça, bah, tu vois les grandes thèses, t'arrêtes quand tu sens qu'il y a un moment important, tu regardes en normal. Enfin, ça n'a aucun intérêt Squid Game. C'est-à-dire que c'est un truc, enfin, ça existait il y a 20 ans, le film japonais là, je sais plus comment il s'appelait, Battle Royale. Mmh. Ça existait, enfin, il y a rien de nouveau, c'est pourri. C'est bien Le truc marketé. de Casa de Papel, c'est de la merde aussi. C'est-à-dire que les mecs sont en train de braquer, un Kofio et ils ont des histoires d'amour, ils se trompent les uns les autres. Mais enfin, mais c'est quoi ce bordel, Après quoi? les gens, ils croient que c'est comme ça dans la vie, hein. Non, mais tu sais, Pour moi, c'est tout tu gagnes, tu machin. Non, mais les gars, allez au turbin, en fait. Il y a mmh. pas de secret. Tu vas pas et même dans le film, c'est ouf, tu vois? Tu as les gens qui applaudissent devant la banque: «Waouh, trop cool», machin. Mais en fait, tu vois, dans la vie, il faut pas admirer les autres. Il faut se concentrer sur son parcours et se dire: Qu'est-ce que je veux faire, moi?» Tu Moi, demain, là, je me fais opérer pour un truc, machin, c'est pas dramatique, hein. Bah, tu vois, tu as toujours un risque. Est-ce que tu vas claquer, pas claquer, tu vois? C'est vrai. Heu, Mmh. bon, bah, tu te dis: «Est-ce que j'ai donné du sens à ce que j'ai fait jusque-là?» Oui. Alors, ça veut pas dire que demain, tu as envie de mourir, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que si je meurs demain, bon, bah, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois? J'ai fait le max de mon potentiel. Tu peux toujours faire plus, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même fait, tu vois? J'étais dans mon process, quoi. J'ai fait mon process. Bah, ça te permet quand même d'apprécier la vie et aujourd'hui, j'ai 33 ans, ça paraît, peu, mais tu vois? J'ai quand même 33 ans C'est pas rien, et je pense que je suis à la moitié de ma vie. presque. Allez, quasiment, tu vois? Bon, bah, putain, c'est-à-dire que, il me reste plus que ce que je viens de vivre.
C'est quand même pas énorme. Et ça, c'est si j'ai de la chance, parce que ma santé, mon truc, tu as quand même plein de gens autour de, même dans les célébrités et tout. Regarde, Ouais, Virgil Abloh, compagnie. mais Euh, bon, Mohamed bah, tu Ali, vois, par exemple, personne, Mohamed Ali, bon, lui a roi pris du monde. tellement de coups dans la tronche Ouais, qu'à c'est la ça, rigueur, c'est tu vois, c'est, tu malheureusement, c'est lié. comprends. Mais Mais tu vois, même le mec, là, l'acteur de. Le mec qui a fait Black Panther et compagnie, c'est. Enfin, ouais, je sais plus. Ouais. tu vois, à 40 ans, tu peux mourir d'une Mmh, maladie, tu en as plein. Donc, si tu vas dans ce worst case scénario, c'est-à-dire qu'il me reste 7 ans, bon, mais j'ai pas intérêt à regarder Squid Game, quoi. J'ai plutôt intérêt à lire des bouquins et à apprendre des trucs des uns des autres pour ensuite essayer de donner un sens. Et si tu meurs, mais que tu as fait un truc cool, tu vois, tu laisses un héritage. Tu laisses un truc. Et je parle pas d'argent, parce que l'argent, on s'en fout, c'est un levier. L'argent, évidemment qu'il en faut. Moi, je veux 1 milliard minimum. Tu vois, sinon, je considérerais que j'ai pas été bon. Je veux 1 milliard, mais je veux pas 1 milliard parce que euh, pour le dépenser, je m'en fous. Je vis dans un appart de 30 mètres carrés ou 40 mètres carrés. Je veux 1 milliard parce que je vais leverager pour ma révolution. Bon, bah, c'est pareil. Fixez-vous des objectifs qui sont intenses, et c'est là que vous aurez plus peur de mourir, parce qu'au final, vous aurez profité de votre vie. Donc, tu as peur de la mort que si tu as vécu comme un lâche, quoi. mmh. Non, ce que tu dis est super intéressant. C'est qu'en fait, c'est le plus important, c'est le process. Donc certes, tu te fixes un objectif super élevé et ça tombe, tu l'atteindras jamais. Mais en fait, tu kiffes le fait de vouloir atteindre l'objectif. En fait, il y a beaucoup de gens qui attendent de se dire: «Ouais, je vais avoir quand j'ai atteint l'objectif, je serai heureux». En fait, c'est pas ça qui fait que tu es heureux, c'est toutes les choses que tu vas avoir, tous les problèmes que tu vas avoir en chemin, toutes les choses que tu vas apprendre aussi, comment toi tu vas évoluer en tant que personne. Enfin, je sais qu'on dévie peut-être un peu du sujet, mais c'est hyper intéressant de pouvoir en parler, dans ce podcast. Après, il y a un truc que je voulais dire sur toi, c'est que finalement, quand on t'écoute, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, mais en fait, il arrête pas de dire des gros mots, il est hyper clivant comme mec. Et c'est vrai qu'on le remarque, on voit que tu aimes bien être clivant. Je te disais aussi tout à l'heure que bah, ta marque par nature, elle est clivante, ton produit est clivant, donc c'est parfait parce que tu incarnes ta marque. Est-ce que tu vois des avantages et surtout des désavantages à être clivant pour ceux qui vont nous écouter, qui vont se dire, ouais, est-ce que je dois faire comme Anthony, est-ce que je dois être comme lui, ou tu vois, et tu parlais d'être soi-même, mais en soi, c'est vrai qu'il y a toujours un risque d'être clivant et je voulais en parler avec toi. Tu as répondu à mon sens, il faut être soi-même. Mm. Donc, si tu es comme ça naturellement, reste comme ça. Si de base, tu pas clivant et que tu as un tempérament plutôt calme, fédérateur, reste comme ça, tu vois? Ne te force pas à devenir clivant. Mm. Il y a des start-upers qui sont très gentils, très sympas, qui plaisent à tout le monde. Tu vois? Justine Hutto, pour moi, elle est pas du tout clivante. Il y a eu Tu des peux petits pas trucs ne quand même. Ouais, je pense qu'il y a eu des Ouais, mais petits critiques. ouais, mais c'était une critique sur le produit, Ouais. sur le déodorant, parce que, la formule avait été reprise ou je sais pas quoi, je me souviens même plus, mais c'était pas sur sa personne, tu vois? Mm. Personne n'a dit, «Ah, elle ment», tu vois? Ou sur, elle ment sur, sa personnalité, en vrai, elle est pas comme ci ou comme ça. C'est une meuf nature, elle est fraîche, elle est sympa. Hem, Guillaume Gibaud, c'est pareil, c'est pas un mec, tu vois, qui est clivant, loin de là. Hem, Bref, il y a plein de marques comme ça qui ont réussi et qui sont pas clivants. Donc tu dois juste être ce que toi tu es. Mm. Et si tu es clivant, par contre, bah, tu assumes. Et l'avantage, il est très simple. C'est que bah, tu vas plaire à des gens. Tu vas plaire à 50% de la population, ceux qui sont d'accord avec toi, ou moins, ça dépend du sujet. Mais bon, en tout cas, tu vas plaire à une partie d'early adopters. Par contre, le désavantage, bah, c'est que tu vas avoir des vrais haters. Donc ça veut dire que tu as des gens qui vont te défoncer toute la journée sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais en réalité, il y a pas vraiment de bad buzz quand tu te lances, parce que si tu te lances, que tu as pas un rond sur tes comptes et que tu as des mecs qui te mettent top tweet France, nous c'est ce qui nous arrive assez régulièrement avec des buzz, j'appelle même pas ça des bad buzz. Bon bah écoute, tu es très content d'être top France parce que bah ça te fait une visite, ça te fait des visites de ouf sur ton site. Et même si tu as 1000 personnes qui viennent et que tu en as que 50 qui achètent un truc, bon, tu vois, tu es déjà contente de vendre 50 packs de feed, quoi. Donc, Exactement. restez vous-même, parlez de sujets que vous maîtrisez. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du bad buzz pour du bad buzz, tu vois. Par exemple, je me permettrai pas de venir porter un jugement sur, je sais pas, la dernière partition de musique de je sais pas qui, tu vois, parce que j'y connais rien. Et donc Voilà. là, Ouais. si je me prenais un bad buzz là-dessus, ce serait naze. Et attention, je mesure quand même mes propos, parce qu'il y a aussi des startups qui se sont pris des vrais bad buzz sur des sujets, on va dire, dangereux, et où il faut faire attention. Je pense au racisme, je Mm. pense, tu vois, à l'homophobie, je pense à tous ces trucs-là. Il y a deux trois boîtes là qui se sont fait un peu secouer. Ouais. Il faut faire gaffe là-dessus, tu vois? Parce que, encore une fois, et vraiment, c'est pas pour attaquer, parce que les boîtes en question qui se sont fait charger, le pauvre CEO n'y était pour rien, quoi. C'est-à-dire que c'est un employé machin qui a fait une vidéo à la con,
qui n'avait vraiment pas lieu d'être, hein, et qu'il faut condamner évidemment, mais je veux dire, le CEO, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, quoi? Tu vois, à un moment, même moi chez Feed, si demain j'ai un mec, il est ouf, il est bourré, il fait un truc de ouf, bah, ouais, on va le virer. D'ailleurs, je crois que légalement, tu n'as même pas le droit de le virer, hein. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'à un moment, le mec, la France entière disait au CEO, ouais, c'est honteux, vous l'avez pas viré. Ils annoncent qu'ils vont le virer, et là, tu as l'autre partie de la France qui dit mais légalement, vous n'avez pas le droit de virer quelqu'un qui a fait une erreur, vous devez le mettre à pied, mais pas le virer. Enfin, tu vois, les gens ne seront jamais contents. Donc, quand même faire attention à ses propos et ne pas se positionner d'un point de vue politique. C'est-à-dire que nous, on est des entrepreneurs. Oui. On n'est pas là pour prêcher la bonne parole. Moi, tu vois, je vote blanc et je fais toujours attention dans ce que je dis pour pas indiquer une potentielle préférence. D'ailleurs, je n'en ai même pas, donc c'est véridique, mais t'es pas là pour dire il faut voter à droite, à gauche, extrême, je sais pas quoi, tu vois. Tu dis, moi, mon message, c'est de rassembler, c'est de faire ce que tu veux, de vendre tes produits, mais faut pas t'inventer une vie de gourou. Et il y en a trop qui dérapent, tu vois, et Oui. ceux-là, ils durent jamais. Tu as plein de marques qui ont dérapé sur le côté politique, ça leur a jamais fait du bien. Donc, tu restes concentré sur ton histoire, tu essaies de passer un message qui est noble. Tu vois, moi, il y a beaucoup de gens qui me critiquent sur le côté clivant, mais quand tu prends un peu de hauteur sur le propos, qu'est-ce que je dis? Je dis que tout le monde devrait pouvoir y arriver, quel que soit son milieu initial. Je dis qu'il faut travailler très dur pour s'en sortir, qu'il faut être passionné, ambitieux et déterminé. Honnêtement, à mon sens, personne ne devrait être en désaccord avec moi. Et qu'il y a une injustice aussi, mais l'injustice, on la connaît tous. On sait tous qu'il y a des personnes qui sont plus aisées que d'autres. Moi, personnellement, ce que j'ai toujours du mal, c'est les politiciens, hein, surtout les règles qu'ils nous imposent actuellement. Je pense pas que c'est le sujet du podcast, mais voilà, moi, c'est un truc sur lequel j'ai vraiment beaucoup de mal à assumer tout ça. Mais c'est des choses qui sont vraies. C'est des choses qui sont vraies. Là, tu parles beaucoup de méritocratie dans ton message. Pareil, la méritocratie, on la voit pas beaucoup dans la société, malheureusement, hein. Donc, C'est si clair. tout le monde était payé en fonction du résultat, il y aurait des personnes enfin, beaucoup plus de personnes qui vont arriver à la richesse et d'autres qui vont malheureusement plus être dans la pauvreté, quoi. Donc, ouais. Non, mais franchement, c'est hyper intéressant de parler du fait d'être clivant ou pas. Je pense que tu as bien résumé le fait. Le truc, c'est que les avantages d'être clivant, c'est que finalement, tu vas rallier des gens à ta cause et des gens qui vont vraiment croire en ce que tu fais, des vrais fans, je sais plus qu'on appelle ça encore, des super fan, on va dire. Ouais. Et les désavantages, c'est comme tu dis, c'est que tu as cette pression autour de toi, tu vas avoir des messages. Bon, moi, personnellement, j'ai jamais reçu un message comme toi, tu me dis. Donc, ça veut dire que je suis pas assez clivant. Mais je pense qu'il y a quand même toujours un intérêt à être clivant dans son message, un tout petit peu. Et c'est vrai qu'être clivant politiquement, il faut être un peu fou pour le faire parce que c'est pas une bonne idée, ça crée des problèmes. Mais quand tu es clivant par rapport à tes valeurs, ton produit, ta marque, il n'y a pas de mal à le faire. Et je pense que c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet-là avec toi parce que tout le monde peut l'être d'une façon ou d'une autre. Et être clivant, c'est le meilleur moyen encore une fois, de rassembler autour de soi. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le positif qui rassemble, il y a aussi le fait d'avoir de parler d'injustice ou de trucs qui ne nous plaisent pas, qui nous semblent injustes et qu'on va du coup dénoncer. Bref, mais je pense qu'il faut être attentif avec ça et faire attention. De ton côté, Anthony, je voulais terminer par tout ce qui est création de contenu. Donc, comme je te disais au début, j'ai l'impression que tu crées plus de contenu sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram. Toi, finalement, bon, je suppose que tu n'as pas que ça à faire de tes journées vu que tu gères une entreprise, tu as parlé des investisseurs. Comment tu gères ça, on va dire, à la semaine, au quotidien? Est-ce que tu as un temps pour créer ton contenu? Est-ce que tu as une équipe qui t'aide à identifier les bons sujets? Comment ça se passe pour créer ton contenu? Yes, super important d'avoir des gens autour de toi pour bien le faire parce que gérer tes contenus, c'est un travail à plein temps. Donc, Ouais. moi, je pourrais jamais être en même temps présent sur TikTok, LinkedIn, Insta, etc. J'ai une équipe autour de moi. Ce qu'on fait, c'est que on définit ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Mmh. Donc, on va fixer des grands thèmes qui nous passionnent. Donc, c'est le dépassement de soi, s'extraire de sa condition initiale, les sujets financiers, économiques. Mais le dépassement, ça passe aussi par le sport, ça passe par plein d'actualités sur lesquelles tu peux rebondir, mais toujours avec notre spectre de valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on le lit via un prisme feed et on va appuyer sur un sujet. Typiquement, tu vois, on parlait de Squid Game tout à l'heure. Moi, ce qui va m'intéresser dans Squid Game, c'est que juste après la diffusion, il y a eu une hausse des ventes des Vans, les chaussures qui sont dans le film, de je sais plus combien de milliers de pourcents, un truc de ouf. Ok. Bon, mais ça m'intéresse parce que tu vois, ça veut dire, encore une fois, que il faut réussir à être visible pour exister et réussir à envoyer un message qui soit pas paid. Tu vois, parce que par exemple, si Vans avait fait des pubs sur Facebook en disant nos chaussures sont les plus belles, ça aurait jamais cartonné autant. Par contre, réussir à les mettre
sur grand écran de manière assez subtile, là, ça cartonne. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que je fais qui veut être mon associé, ce genre de truc, parce que en passant subtilement un message, les gens entendent parler de toi et c'est pas mercantile. Ils se disent pas: «Il est en train de me vendre sa sauce», tu vois? Et du coup, bah, ça met quand même fit dans la tête de tout le monde. Donc toujours essayer de prendre un axe et puis ensuite tu le déroules avec tes équipes qui vont, te rédiger à l'avance, hein, c'est super important, qui vont te proposer des posts. Donc nous, on a une sorte de Google partagé doc, où je peux voir dans les 2 semaines qui arrivent, tous les posts qui vont se faire avec des trous évidemment parce que, on veut pouvoir réagir avec l'actualité ou pouvoir décaler, s'il y a une news qui sort demain, bon, on doit pouvoir la mettre dans notre planning. Et ensuite, bah, on a une validation qui est faite à la fois par la responsable communication. Moi aussi, j'ai mon mot à dire, tu vois? Donc une fois toutes les semaines, je vais checker les posts qui vont se faire et puis quand j'ai une idée où je veux mettre un truc sur un coup de tête, je le fais aussi, tu vois? Donc ça m'arrive de poster. LinkedIn, j'essaie de le garder, parce que j'aime bien écrire et donc du coup, tu vois, on va me proposer des idées, des thèmes. On va dire: «Ah, tu pourrais parler de ça cette semaine» et clac, moi je déroule ou alors on me pré-rédige un truc dans lequel je peux piocher deux trois trucs et voilà donc faites-vous accompagner quand vous avez atteint un certain stade. Au début évidemment, enfin si vous venez de lancer votre startup, ou votre agence, bon, payez pas un mec pour ça quoi, ou une nana d'ailleurs. Faites-le vous-même et ce sera moins bien monté, ce sera moins beau, mais ce sera plus naturel et du coup, c'est ce qui fait que les gens vont avoir encore plus envie de vous suivre parce que ce sera fait à l'arrache. Ouais, je comprends. Donc aujourd'hui, bah, il y a un truc que tu dis qui est intéressant, c'est que tu dois définir un peu pas seulement la ligne éditoriale, mais les sujets que tu vas aborder, donc les piliers de contenu, bah, comme moi j'aime l'appeler, et tout ça doit être relié avec ta brand plateforme. Je fais le parallèle exprès pour ceux qui écoutent encore et qui sont bien chauds, mais c'est vrai que c'est important de définir les piliers de contenu. Est-ce que toi, tu fais des liens avec tes produits dans les contenus ou pas du tout? Bon, Parfois, sur mais il faut Instagram. pas que ce soit automatique. Ouais, C'est-à-dire que si tu fais à chaque fois un post et que tu renvoies à feed, ça saoule les gens. ouais, c'est vrai. Donc nous, encore une fois, la Gary V, tu donnes, tu donnes, tu donnes et clac, à un moment tu prends. Mm. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, clac, à un moment tu prends. Donc tu vas faire 4-5 posts vraiment pas marketés et à un moment tu dis by the way, on sort une nouvelle barre caramel, elle est complètement ouf, c'est ma préférée, vous devriez l'essayer. Mm. Et là, tu vois, ben, les gens, ils ont une fidélité et ils vont cliquer, ils vont aller call to action quoi. Et, 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 et encore une fois, c'est pas du tout que tu les manipules ou quoi que ce Mais non. soit. C'est donnant-donnant. Tu as donné du contenu. Les mecs se doutent bien qu'à un moment, tu payes des gens pour parler de sujets qui sont intéressants pour leur business, parce que tu as fait un podcast, un truc. C'est franchement un juste retour de te dire, bah, dans tous les cas, j'ai besoin d'acheter un snack. Bah, plutôt que d'acheter un snack à une marque qui m'a jamais proposé quoi que ce soit comme contenu, je vais plutôt aller acheter cette marque Feed qui est une marque de jeunes sympa qui vient de se lancer. Ils ont plus besoin d'argent que les grands groupes industriels qui font SFA, 50 milliards d'euros de chiffre, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, moi, j'aime bien la stratégie, stratégie 90-10, c'est-à-dire 90% de contenu, tu fais 10% de vente, on va dire, dans tes contenus ou dans tes newsletters ou tes publicités finalement. Donc ouais, hyper intéressant. Après, un autre truc que fait Anthony pour ceux qui connaissent pas encore ce qu'il fait sur les réseaux, c'est que sur Instagram, tu as des extraits d'interviews, de vidéos que tu as pu faire. Je pense que c'est rarement des trucs que tu shootes avec ton équipe, c'est finalement des interviews, vous prenez des extraits et vous en faites des thèmes. Donc admettons que tu as un thème sur la détermination, ben, tu vas prendre un extrait qui parle de détermination. Et ça, Ouais, je trouve j'aime ça bien bien faire fait. le repurposing content, nous on Hyperposing, appelle ça. C'est ouais. tu fais un contenu de je dis n'importe quoi 10 minutes Ouais, et tu le découpes pour tous les formats. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, notre podcast, on pourrait on le peut faire, le hein. découper et en faire 50 passages. Tu vas prendre des passages de 10 secondes et tu vas les mettre sur TikTok. Et après, tu vas les adapter forme Insta, etc. etc. Et ça, je trouve ça trop cool parce qu'au final, vu que tu as déjà passé 1 heure et demie ou je sais pas combien à faire ce podcast, bah, autant qu'il puisse te servir sur tous les réseaux et ne pas avoir à faire de nouveaux contenus dans 2 semaines, quoi. Donc repurposing content, c'est encore une fois de l'économie de contenu, mais qui permet, en plus, tu vois, il y a plein de gens qui vont pas avoir écouté en entier. Bon, Non. bah, ils seront très contents d'avoir des parties un peu coup de poing, sur nos réseaux sociaux respectifs parce que: «Ah ça je l'avais pas entendu, c'est vrai que c'est cool». C'est très puissant. C'est très puissant. Après, ça marche pas partout. Sur Instagram, sur TikTok, ça marche bien. Sur LinkedIn, je pense que ça ferait bizarre si Anthony se mettait toutes les 15 minutes à mettre des extraits du podcast. Ouais, Top. clairement. Merci Anthony. C'est intéressant vraiment parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui n'ont pas le temps, qui ont beaucoup de boulot, qui ont des marques, qui sont consultants, qui sont occupés. Donc, c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Dernière chose, tu écris tous tes posts ou alors est-ce que tu as quelqu'un qui écrit les posts Instagram et toi, tu gardes que les LinkedIn? Comment ça se passe? Ouais, moi je garde que les LinkedIn pour le Mm. moment parce que Insta, c'est pas vraiment de la rédaction, tu vois, tu as Oui, 3 lignes. 3 lignes, ouais. Donc ça, quelqu'un arrive
c'est pas vraiment un copywriter, d'ailleurs, c'est la personne qui s'en occupe. Il arrive à mettre le ton. LinkedIn, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui vraiment met le même ton et c'est normal parce que tu vois, j'ai quand même un style très particulier et j'arrive pas à le déléguer, ça, tu vois. Ouais, mais c'est chaud. J'aimerais Je pense que c'est bien, quasi mais c'est impossible. chaud. Il y en a dont c'est le très dur. métier. Il y en a dont c'est le métier d'être ghostwriter. Je pense à un Ouais. mec qui s'appelle Thibault Louis, là, qui est une machine sur LinkedIn. Donc lui, je pense qu'il fait des trucs comme ça. Mais bon, faut être fort Ouais, pour c'est savoir le très faire. rare. C'est très rare de le trouver, ouais. Ouais, c'est clair. Bon, bah, on arrive à la fin de ce podcast. Je te remercie vraiment encore une fois d'avoir été là avec moi, d'avoir répondu à toutes les questions. Je sais que c'était pas facile avec la première dose de vaccin ou deuxième. Je voulais terminer sur ce podcast avec les questions de fin. La première, simplement, est-ce que toi, tu as un livre, un podcast, une chaîne YouTube que tu trouves intéressante, inspirante et que tu peux partager à nos auditeurs? Yes, j'ai fait on a un site de contenu anthonybourbon.com où je mets des listes de livres et je mets vraiment tous les livres que j'ai lus, enfin pas tous parce que j'en lis 50 par an, donc ça aussi c'est un truc qu'il faut dire, lisez des bouquins. Moi j'en lis un par semaine, donc tu vois quand tu dis 50 par an, tu dis: «Ouais c'est un mytho, c'est impossible» et en fait quand tu dis: «Bah j'en lis un par semaine», direct les gens se disent: «Ah putain c'est possible en fait». Parce que un par semaine, tu vois, tu as beaucoup de livres qui font 200-300 pages, tu Oui, le dégommes en 2 heures le truc, hein. Donc en plus bon c'est il faut vrai que lire je lis vite. Hein. assez vite parce que Il du faut lire coup vite. bah, tu t'entraînes, et plus tu lis, plus tu vas vite, et lisez des bouquins. Bref, mais si je devais en donner un, vu le sujet du jour, je dirais le classique, Simon Sinek, Start with Why. Mm. Comme ça, vous allez comprendre et creuser un peu plus ce dont on a parlé aujourd'hui. L'importance, de définir sa brand plateforme, ça c'est clé. Les bouquins, vous les avez sur anthonybourbon.com, les autres. Les films, pareil, je crois que j'ai fait une liste sur le site, mais il y a plein de films qui sont sur la motivation, la détermination. Euh, mais là, j'aime bien, moi, tu vois, les films de trafiquants, parce que, au final, je sais plus qui disait ça, si c'est Warren Buffett ou je sais plus qui, non, c'était un autre mec, ouais, c'est peut-être Elon Musk, qui disait qu'au final, un trafiquant, même un trafiquant de merde, hein, je veux dire un petit gars de rue, connaît plus le business que n'importe quel professeur en école de commerce. Et j'adore cette phrase parce que c'est vrai, quoi. Moi, tu vois, en fac de droit, j'avais des mecs qui avaient jamais plaidé, qui avaient jamais rien fait, ils venaient nous donner des cours. Et en école de commerce, tu as des mecs qui ont jamais monté un business correct. Mais j'ai des histoires de ouf, j'ai même pas envie de les tailler, mais dans ma famille, il y en avait qui avaient fait des trucs, ils faisaient des écoles de commerce, j'ai jamais fait un business qui fonctionnait, tu vois. Donc ça me fait marrer. Euh, et à côté de ça, tu as des entrepreneurs de génie qui seront jamais appréciés à leur juste valeur juste parce qu'ils n'ont pas fait les bonnes écoles. Donc bref, allez voir les listes de films. Et ouais, ou Scarface et Blow, j'allais dire Scarface et Blow, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les films où ça échoue à la fin. Pourquoi? Parce que ça te fait apprendre, en fait. Ou même Wolf of Wall Street, par exemple, tu vois. Ah Tu oui, vois là, c'est un toutes les échec. erreurs à Sur pas la faire. fin, tu te dis, le mec, il est en tôle pour toute sa vie. En fait, non. Hein. Mais ouais, mais c'est parce que, en fait, tu vois, les clichés et ce qui peut te faire échouer, c'est toujours pareil. Donc en fait, quand tu as lu plein de livres qui te racontent que la drogue, les meufs ou les excès de manière générale, Faut pas. la tease et compagnie, vivre dans l'argent excessif et tout, ça te tue. Bah, une fois que tu as compris, si t'es pas trop con, tu dis bah, je vais pas faire pareil que dans tous les films où les mecs échouent à cause de ça, quoi. Bah, ça que dans le Loup de Wall Street, c'est vraiment ça, hein, qui les rend Ah dingues, ouais. c'est le fait qu'ils soient Bah, drogués. Scarface pareil, Blow Oui. pareil, Mmh. tous ces trucs, les affranchis pareil et c'est tout le temps les mêmes raisons qui les Toujours tuent, les hein. mêmes mots, ouais, toujours les mêmes mots. Ok, ben en effet, j'ai vu ton site et c'est vrai qu'il y a une belle liste de livres, dont des livres sur la crypto que j'aimerais bien commencer à lire parce que c'est un sujet que je pense, tu as abordé sur LinkedIn. Ouais, Metaverse, crypto, je pense qu'il faut y aller maintenant. Il faut y aller. gros C'est potentiel, ouais. gros potentiel quand même. Top. Et dernière chose, comment toi, tu organises tes journées en tant que chef d'entreprise? Est-ce que tu as des petits conseils rapides à donner pour, encore une fois, ceux qui ont une jeune entreprise et qui ont du mal à s'organiser? Moi, par exemple, j'ai seulement appris à m'organiser il y a un an et demi, en ayant un agenda un peu militaire, des blocs de temps, etc. Est-ce que toi, tu fonctionnes comme ça aussi ou tu es plutôt en fonction de la situation? Ouais, bloc de temps, pareil, je pense que c'est la seule manière de pouvoir réussir. Donc, quand on dit bloc de temps, ça veut dire qu'on travaille en mode asynchrone. Donc, tu as 2 manières de travailler globalement, enfin, tu en as plein, mais les 2 plus connues, c'est tu fais de la to-do list, heu, que tu enchaînes. C'est-à-dire qu'au début d'une startup, c'est ce que je faisais moi. C'est-à-dire que dès que tu as une idée d'un truc à faire, clac, 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 tu les fais les unes après les autres par ordre d'importance et tu descends. Ça, tu peux le tenir quelques mois parce que tu as 10 milliards de trucs à faire, donc ouais, c'est efficace. Mais très vite, quand tu commences à recruter une équipe, moi, je suis pour le block mode, c'est-à-dire que tu te mets des moments de 2 heures sur ton planning.
planning qui est ouvert au reste de ton équipe, évidemment, de manière à ce qu'ils puissent le voir. Et typiquement, je dis n'importe quoi, le lundi matin, tu as 2 heures de podcast accessibles. Donc là, tu sais que toute l'équipe peut te mettre des podcasts le lundi matin de 10h à midi. Ensuite, le lundi midi de 14h à 15h, c'est la réunion team globale avec toute la team. Ensuite, tu as des réunions one-to-one. Donc, ça veut dire que les gens peuvent te caler des one-to-one juste avec eux. Le mardi matin, c'est le moment où tu travailles sur tous tes sujets perso. Donc, tu vas travailler sur tous tes sujets, feed, machin, les trucs qui te restent à traiter. Le mardi après-midi, c'est les interviews journalistes. Donc là, la responsable média, c'est que c'est à ce moment-là qu'il faut te les caler. Le mercredi, bref, vous avez compris le délire. Oui. Ouais. Chaque fois qu'on a des blocs, les gens peuvent vous rajouter des rendez-vous dedans et ça vous permet d'être dans l'habitude et les automatismes. Et puis de temps en temps, pour que ce soit pas trop lassant, vous changez les blocs de place. C'est-à-dire que vous allez voir que finalement les interviews, vaut mieux les faire l'après-midi parce que tu te sens mieux l'après-midi ou parce qu'il y a moins de bouchons sur la route, j'en sais rien. Mais réussir à automatiser comme ça de manière militaire. Pareil pour les mails, tu réponds pas dès que tu as un mail parce que sinon ça te défocus. Moi, je réponds 3 fois aux mails par jour. J'ai 3 inbox 0. C'est-à-dire que j'ai une inbox à 8h au réveil, une inbox 0 à midi, une inbox 0 à 19h30, 20h. Et comme ça, je sais que ma box, elle est nettoyée, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pas de mail. Je me couche pas avec un mail qui est pas fait. Je les torche tous. Et si j'ai un mail où je peux pas répondre parce qu'il me manque une info, un truc, je le mets dans un dossier en attente. Et le en attente, Oui. il a droit à 1 semaine max. Donc, le temps que j'ai l'info, si j'ai pas l'info, je pète un câble, je relance les gens et tout. Ouais. Bah écoute, on a tous la même organisation. Je pense que le batching, c'est hyper puissant. Mais je pense que tu as dit un truc qui est intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est le fait de partager son agenda à son équipe ou à ses collaborateurs. Et moi, ce que j'ai fait aussi pour moi, c'est que j'ai mis, je pense que les auditeurs du podcast le savent, c'est 2 heures de deep work tous les matins. De 8 à 10, c'est le temps pour moi dans lequel il n'y a pas de sac, dans lequel il n'y a pas de mail. Donc là, tu parles du fait de trier tes mails à 8 heures le matin. Moi, j'aime pas trop parce que ça peut amener du stress, même si c'est vrai que c'est rare que les gens, quand il y a un problème, on ne nous envoie pas le mail à 8 heures. Généralement, c'est plutôt dans la journée. Mais bref, je trouve que c'est important d'avoir des temps dédiés pour son propre développement, pour le développement de la boîte. Toi, tu parles du mardi matin, je pense, un truc comme ça. Et ça, faites-le. C'est hyper important. Et le reste, je pense que tu as tout dit par rapport à ça. Ok, un grand merci, Anthony. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour te contacter, pour en savoir plus sur toi et bien sûr pour consommer les produits feed? Bon, pour les produits feed, le plus important, c'est feed.co. Oui. Donc, soit feed.co, vous pouvez tout commander, il y a des systèmes d'abonnement, etc. C'est là que c'est le plus intéressant. Ou alors en Franprix, Monoprix, Casino. Enfin, on a tous les points de vente classiques. Vous avez une map sur notre site avec vraiment les points où on est sûr d'en trouver. Donc, voilà, hein, n'hésitez pas à consommer. Et puis, pour me parler, tous les réseaux. Donc, voilà, les LinkedIn, les Instagram, tous les trucs, on est dessus, donc vous pouvez nous écrire. On a des gens évidemment qui vont filtrer tous les mails parce qu'on en reçoit, ou les DM, on en reçoit beaucoup. Mais quand il y a un truc qui fait du sens, qu'on peut essayer d'apporter quelque chose, on y répond. D'ailleurs, on répond à tout le monde, hein, même Oui. quand il y a un truc qui sert à part les trucs de vraiment où on nous demande un truc business, tu sais, les scams et compagnie, ça c'est relou. Mais dès que c'est pas une offre, partenariat, machin, business, un truc chiant, on répond à tout le monde, même si c'est en quelques mots, on essaie toujours d'apporter une réponse et de diriger la personne vers le bon endroit. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Ouais, je confirme, quand je t'ai envoyé un message sur Instagram, 10 minutes plus tard, j'ai une réponse. Je sais pas si c'est toi ou quelqu'un de ton équipe, peu importe, mais j'ai une réponse assez rapidement pour organiser ça. Ok, top. Merci, Anthony. Je mettrai les liens dans les notes du podcast. Un grand merci à toi. Je te souhaite Merci. une bonne soirée, un bon rétablissement avec la première dose. Et merci à toi encore. Merci beaucoup. J'espère que l'épisode vous a plu. Pour moi, ce fut vraiment l'un des épisodes les plus inspirants, simplement parce qu'Anthony est la preuve vivante que n'importe qui peut réussir en ayant la bonne mentalité et des valeurs comme le travail, la passion, l'ambition, la résilience et bien sûr la détermination, des valeurs que je partage évidemment. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou même sur Spotify si vous aimez les épisodes que je sors 2 fois par semaine. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.